L'association Vivagora vise essentiellement à questionner les technologies, les choix technologiques, à les mettre dans l'espace politique et dans l'espace public, de manière à ce qu'on sorte d'une ère où nous subissons les choix technologiques qui ont été faits pour nous et sans nous, et sans que nous puissions même les juger. Il s'agit donc de les juger, non pas forcément de les condamner, et de les juger peut-être de manière autre que par le traditionnel balance entre les coûts, les bénéfices, mais vraiment d'aider à réfléchir sur les valeurs qui sont promues à travers nos usages technologiques ou les choix technologiques, et donc d'aider les citoyens à questionner les choix technologiques et peut-être à mieux en user aussi dans leur vie quotidienne. D'abord, c'est très difficile de définir l'électronique ambiante. Ça vient d'un terme anglais, ambient electronics, ou aussi on dit souvent ambient intelligence. Et dans ce mot ambient, il y a à la fois l'ubiquitaire et un autre mot anglo-saxon, le pervasive. Pervasive, ça veut dire qu'on ne peut pas y échapper. C'est à la fois, ça nous entoure et c'est invasif. Donc ubiquitaire et invasif sont deux mots qui définissent assez bien, à mon avis, ce qu'est l'électronique ambiante. Mais la première application ou définition de l'électronique ambiante, c'est ce qu'on appelle de plus en plus les environnements intelligents. Les environnements intelligents, je les ai aussi appelés les environnements cliquables. C'est-à-dire que l'environnement se dote de capteurs, de sens, de puces RFID, de QR, de flashcodes. Vous avez vu tout ça, et avec son smartphone, on peut prendre une photo et l'environnement répond en envoyant de l'information sur votre smartphone. C'est la réalité augmentée. Le second élément, alors plus général, je vous ai dit que j'allais du particulier au plus général, c'est le cyberespace lui-même, le cyberespace dans lequel nous baignons depuis maintenant une quarantaine d'années, avec Internet, est en train de se modifier complètement avec ce qu'on appelle l'Internet mobile, ou en abrégé le mobile net, qui grâce à, aujourd'hui dans le monde, 5,8 milliards, notez ce chiffre, de mobiles. Il y a plus de connexions Internet par les mobiles que par les ordinateurs. Il y a 2,8 milliards de personnes connectées dans le monde par Internet, il y a 5,8 milliards de personnes qui ont des mobiles, mais surtout des smartphones, et les smartphones seront 3,5 milliards dans un an ou dans 2 ans, avec toute leur capacité de connexion Internet, etc. Donc le cybersphère nous entoure, l'Internet et surtout l'Internet mobile va devenir une électronique ambiante de plus en plus pervasive, de plus en plus invasive, et le nuage qui résulte de tout ça, son nom est quand même assez évocateur, le cloud. Le nuage, c'est évidemment l'ubiquité et la présence constante de ces possibilités de connexion et d'interconnexion entre nous. On rentre dans la civilisation du numérique, et le numérique, c'est aussi les livres qui deviennent de plus en plus numériques, c'est la radio numérique, la télévision numérique, les cartes de crédit. Donc tout ceci constitue également une électronique ambiante, une électronique invasive. On est en train de changer d'espace grâce à tous ces outils, et on est en train de passer, comme l'a dit de manière très intéressante Michel Serres récemment, d'un espace métrique à un espace de voisinage. C'est-à-dire que le monde devient tout petit. On est à un clic de souris les uns des autres. Et c'est ce qui a fait l'extraordinaire explosion des réseaux sociaux. De mon point de vue, disons, écologiste, ce que je me pose comme question, sans beaucoup savoir y répondre toujours, par exemple, il y a 20 ou 30 ans, au moment où on parlait des NTIC, maintenant on dit plutôt les TIC, parce que depuis qu'elles sont nouvelles, elles sont là, avant les technologies de l'information, de la communication, eh bien on lui disait, alors vraiment vous allez voir la consommation de papier, et même la consommation de distance physique, les voyages des personnes, ça va beaucoup baisser, ce qui va donner moins de consommation d'énergie, moins de consommation de biomasse. C'est pas ce qu'on a exactement vécu. Depuis 20 ans, en fait, il y a de plus en plus d'électronique ambiante et de smartphones ou autres objets nomades comme nous, mais on les emporte avec nous, et le face-à-face, notamment dans les enjeux de pouvoir, le face-à-face est indispensable. On peut toujours faire des visios ou des vidéoconférences pour régler certains aspects techniques. Mais au moment où il faut prendre des décisions, comme à Deauville par exemple aujourd'hui, ou dans d'autres domaines, eh bien, il faut que les gens se regardent les yeux dans les yeux. Nous sommes très attachés à ce que le Parlement du futur
soient abrités dans les espaces de la vie démocratique, en lien avec les responsables représentatifs de cette démocratie, puisque démocratie participative, évidemment, ça n'est que pour renforcer ce qui est le vivre ensemble, l'éthique, c'est-à-dire cette mise en société des choix qui sont très importants dans leurs enjeux du point de vue des technologies. Nous sommes aujourd'hui au 4e Parlement du futur, puisque nous avons initié cette formule qui n'avait pas encore le nom, mais qui était ce rendez-vous annuel pour essayer d'identifier les outils de cette démocratie technique. 4e donc Parlement du futur, après donc la première année où nous nous sommes consacrés aux différentes formes de démocratie participative. Nous avons essayé de travailler sur la discrimination entre sondage, participation, contribution, co-construction à l'époque. Puis nous avons travaillé sur l'innovation responsable. C'était au Collège de France, en lien beaucoup avec le Conseil régional. Et l'année dernière, au Sénat, avec le soutien de Marie Blandin, nous avons ouvert la tension particulièrement vive aujourd'hui entre les questions de peur et de progrès, avec toujours cet horizon pour Vivagora de mettre en culture et de mettre en démocratie l'innovation. Aujourd'hui, nous focalisons, et c'est donc la première année où nous avons fait ce choix, nous focalisons sur un domaine qui est l'électronique ambiante. Et donc, effectivement, l'ambiance n'est peut-être pas électrique, mais elle est électronique. Et le terme d'ambiance, nous y tenons beaucoup, dans la mesure où tout devient électronique, de nos voitures bien sûr, mais surtout des textiles, d'objets a priori qui ne contiennent pas de l'électronique, qui deviennent en fait réactifs ou même actifs, plus ou moins à notre insu. Et c'est tout ce questionnement que nous voulons poser aujourd'hui, avec, et ça a été bien, je crois, explicité dans les documents que nous avons diffusés, avec une structure de ce colloque qui est fondée sur les 3 écologies de Félix Guattari, c'est-à-dire l'attention à notre rapport à l'environnement, notre rapport à la société, à nos alter-ego, et notre rapport au corps, notre rapport à notre vie mentale. Et ces 3 dimensions, nous voulons aujourd'hui les aborder simultanément. Il est clair que nous n'avancerons pas d'un point de vue politique si toutes les parties prenantes ne s'interrogent pas de manière assez fondamentale, avec la radicalité de certaines questions, sur notre rapport à la sécurité, notre rapport à la confiance, ce que nous faisons de ces tuyaux, pourquoi faire. Et je pense que le programme d'aujourd'hui va nous aider à repérer les lieux où il y a véritablement des architectures qui peuvent faciliter justement la protection et conforter les attentes les plus profondes des citoyens. Je voudrais insister sur l'importance de la présence de Gérard Dubé qui est avec nous. Gérard Dubé qui est sociologue, qui est très spécialisé dans ces questions notamment de sécurité et qui est le témoin attentif de cette journée, qui pourra prendre la parole à tout moment de manière à avoir une sorte de fil rouge sur les questions politiques qui sont en permanence posées par les différents intervenants qui seront là. Quels sont les effets sociétaux de cette électronique ambiante et ses coûts? J'en vois 3 catégories, évidemment, vous en discuterez beaucoup dans vos débats. Le premier, c'est un coût environnemental. Ça coûte très cher l'électronique, l'informatique. Fabriquer des puces, ça prend beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, évidemment, beaucoup d'énergie, ça fait du CO2, et ça utilise des métaux rares. Donc il y a un effet environnemental fondamental dont on parle assez peu. On parle des effets environnementaux de tout ce qui touche à l'énergie, mais l'informatique c'est propre.
l'électronique et les réseaux, c'est extraordinairement propre. Pas du tout, pas du tout. Ça fait beaucoup de pollution et on commence à bien le savoir maintenant. Deuxième aspect, il y a un coût social, évidemment. Il y a un coût social et économique. On a parlé de l'obsolescence de tous ces outils les uns par rapport aux autres. On a parlé aussi de l'inégalité de ceux qui ont accès à ces réseaux, qui payent leur abonnement ADSL, qui ont un ordinateur ou un téléphone portable, et ceux qui ne l'ont pas. Donc, inégalité sociale, surconsommation. Surconsommation, donc gaspillage, donc gadgetisation. N'hésitons pas à le dire, les entreprises poussent des produits et transforment des désirs en fantasmes, alors qu'on ne se pose pas vraiment la question de l'utilité sociale. À quoi ça sert d'avoir 5384 sonneries de téléphone portable téléchargeables pour la société? Alors, obsolescence, gaspillage, surconsommation, inégalité, vie privée, traçabilité, ce sont des éléments qui ne nous quitteront plus. Soyons conscients, ça ne nous quittera plus. Vous allez devenir plus informé, plus intelligent. C'est pas faux, bien entendu, on a l'impression de l'être un peu plus qu'il y a 30 ans ou 60 ans, mais un peu plus ne veut pas dire trop. C'est-à-dire que quand on voit les mails, les réseaux dont on dépend, on a déjà du mal à réguler, on peut dire, et même à lire les informations qui nous tombent dessus sans qu'on le veuille plus ou moins. On est un peu prisonnier d'un tas de réseaux qui nous dit il faut absolument que tu lises ceci ou que tu accèdes à cela, car c'est là que ça se passe. Et comme ça se passe évidemment dans des milliers d'endroits, eh bien on a un côté peut-être un peu abruti, si vous me permettez, en disant je n'ai pas été là où il fallait, sur le net ou ailleurs. Enfin, une dernière chose, l'électronique ambiante, c'est évidemment de la matérialité, c'est des objets matériels qui ont donc un impact sur l'environnement, aussi bien en amont dans leur éco-conception, qui n'est pas encore tout à fait éco, peut-être qu'il en sera question dans ce colloque, hein, il faut voir comment ces objets meurent après leur utilisation et comment on peut les réutiliser. Et à propos de mort, vous vous souvenez que notre ami Gunther Anders parlait de ce qu'il appelait l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que est-ce que ces objets ne pourraient pas durer un peu plus longtemps et être un peu plus recyclables? Car maintenant, quand on a un objet informatique, quel qu'il soit, et qu'on va à la FNAC ou ailleurs, je ne fais pas de publicité, ou chez Darty, on dit, bon, bah là, il y a un petit composant qui ne va pas bien, changez-le. De toute façon, ça fait combien? 9 mois que vous avez ce smartphone. Mais vous n'êtes plus au courant, mon pauvre monsieur, vous n'êtes plus dans le coup. Donc, changez-le. Il y a ce côté un petit peu d'escalade dans la surconsommation et qui, parfois, nous interroge. Alors, il y a bien d'autres sujets. Hein, là, j'ai énoncé quelques propos spontanés qui me venaient en temps que mon angle écologiste, mais j'ai vu tout le panel de tous vos intervenants et de toutes les personnes qui sont là. Donc, pour m'arrêter, je pourrais vous dire, eh bien, bon colloque et peut-être bonne interrogation, voire bonne réponse à toutes ces questions. Merci à vous. Et puis, troisième effet, les derniers, il y a les effets biologiques. Les effets biologiques, c'est l'addiction. Il y a des jeunes qui sont addicts à tous ces outils de l'électronique ambiante. Il y a aussi, comme effet biologique, ce que j'appellerais, d'un terme peut-être un petit peu trop imagé, l'infopollution. L'infopollution a un effet sur le cerveau. Ça a un effet sur l'attention qu'on porte aux choses. On est distrait en permanence. Un flux d'informations continues comme ceux de la génération Y, c'est une chose, mais la sédimentation de cette information pour la contextualiser, lui donner du sens dans sa vie, dans son action, c'est une autre chose. Or, un flux d'informations permanent ne crée pas de l'intelligence, pas du tout. Piaget l'a déjà dit, l'intelligence, c'est pas d'acquérir constamment des nouvelles informations, c'est de savoir gérer ce qu'on sait déjà. Notre cerveau a besoin de reset. Et ce reset, c'est le rêve, c'est l'imagination, ça peut être la méditation, ça peut être le dialogue avec les autres, et ça c'est absolument essentiel pour faire en sorte que ce ne soit pas un danger biologique. Les tendances, vers quoi on va? Ben, ça va être pire, si j'ose dire. C'est-à-dire que de 5,8 milliards de mobiles et 3,5 milliards de smartphones, ça va être 10 milliards. Ça va s'accroître. Les débits vont s'accroître. On est en train d'introduire le 4G. Le 4G sur les portables, c'est 100 mégabits. Qu'est-ce que ça va créer comme nouveau service? Qu'est-ce que ça va créer comme infopollution? De voir des films en continuant en marchant dans la rue, est-ce que c'est vraiment un avantage sociétal? Nous allons vers une fusion de plus en plus étroite entre le monde matériel et le monde virtuel. Si vous mettez un flashcode dans un livre, ce que je ferai dans mes prochains livres,
Non seulement vous pouvez lire le texte, mais avec votre iPhone, vous prenez une photo à la fin de chaque chapitre et vous voyez la vidéo de la personne que j'ai interviewée. Vous voyez la description de l'expérience scientifique que je suis en train de décrire. Donc le matériel du papier va se fusionner avec le virtuel de l'électronique. Nous allons rentrer en symbiose de plus en plus étroite, comme nous sommes déjà en partie avec des machines physiques, avec des machines électroniques. Et ça va élargir encore plus le domaine de cette électronique ambiante. Nous allons vers l'homme symbiotique, au sens générique du terme, et vers ce que mentionnait tout à l'heure Dorothée, je te remercie, la notion que nous sommes des neurones d'une espèce de cerveau planétaire que j'ai appelé le MOP, le macro-organisme planétaire, dans mon dernier livre, L'homme créa la vie, et qui nous montre qu'au-delà de nous, et au-delà de notre cloud, au-delà de notre cybersphère, nous sommes en train de créer une sorte d'entité physique et biologique dont nous sommes tous les éléments ou les cellules. Alors on peut imaginer l'extension sur notre cerveau et les risques que ça pose de construire de l'intérieur ce macro-organisme planétaire sans règles que des lois de marché, des lois politiques, voire des lois philosophiques ou religieuses, mais il y a la physique derrière, il y a la science derrière qui nous montre que nous allons vers ça et que c'est une grande tendance du futur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de cet envahissement de l'électronique dans nos vies? D'abord, je le dis, c'est à la fois individuel et collectif. Je ne suis pas tellement pour les régulations du haut vers le bas, je crois beaucoup plus à des régulations citoyennes. Je pense que nous devons prendre conscience de l'inutilité de beaucoup de choses pour la société et de leur coût, comme je l'ai rappelé un peu tout à l'heure. Nous sommes boulimiques d'information, boulimiques de contact, et la génération Y, elle accumule, grâce à ce phénomène pernicieux qui s'appelle la gratification instantanée, instant gratification, je clique, j'ai le résultat tout de suite, je t'appelle, je te mets un SMS, tu me réponds. C'est ce sentiment de boulimie informationnelle à laquelle il faut appliquer une diététique de l'information, c'est le titre de l'article, je crois, qui est publié dans la revue, là, vers une diététique de l'information, c'est-à-dire en fait une diététique raisonnée. Bien sûr que c'est utile dans ma vie, bien sûr que c'est utile dans mon métier, mais il me faut aussi raison garder et être capable de faire des choix pour donner du sens à ma vie et donner du sens à mon action. C'est ça le moyen de lutter contre la boulimie, c'est la diététique. Et cette diététique, de plus en plus, il va falloir l'apprendre aux plus jeunes, mais il va falloir que nous l'appliquions à nous-mêmes. Et le dernier mot que j'emploierai, c'est deux. C'est en fait une petite phrase et un mot qui me semble important. C'est que pour lutter de manière intelligente contre l'électronique ambiante envahissante, il nous faut une co-régulation citoyenne participative. C'est-à-dire, ce que j'entends par co-régulation citoyenne participative, c'est que les gens prenant conscience de l'inutilité de certaines actions, de certains outils par rapport aux besoins sociaux, besoins sociétaux, se réunissent entre eux grâce aux réseaux sociaux, notamment, mais pas seulement, grâce aussi à des liens physiques et des liens réels, pour co-réguler, plutôt que de recevoir du haut des réglementations et des impositions, citoyennes et participatives. Parce que là, le temps réel et la participation interactive avec le feedback de ce que disent les autres est absolument essentiel. Et enfin, pour déboucher sur quoi? Pour déboucher sur une info éthique. On a déjà maintenant, évidemment, et la France a été un pionnier dans ce domaine, des règles de bioéthique. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le corps humain, n'importe quoi avec la vie. Et bien, je pense aussi que vis-à-vis de la société de l'information, on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre ADN numérique, notre identité. Il y a des vols d'identité, il y a de la désinformation, il y a du hacking, il y a du piratage, il y a du vol. Donc l'éthique informationnelle, que j'appelle l'infoéthique, sera, à mon avis, un des fondements essentiels de la co-régulation citoyenne participative pour gérer le mieux possible, dans l'intérêt de l'humanité, l'électronique ambiante. Je vous remercie.